17h Alger, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News à la une de l'actualité de ce jeudi 21 mars. 65 martyrs et une centaine de blessés au 167e jour de génocide sioniste à Gaza. Les Palestiniens continuent de mourir en silence face aux exactions sionistes, toujours d'actualité durant ce ramadan, au moment où la situation humanitaire vire au cauchemar. Déchaînement de violence également en Cisjordanie, 9 martyrs en moins de 24 heures, dont 4 à la suite d'un assaut de l'armée sioniste contre le camp de Nour Shams à Tulkaram. Et puis zoom dans ce journal sur le projet de résolution américain sur un cessez-le-feu sous condition, mea culpa ou cadeau empoisonné de Washington. Élément de réponse dans ce journal. Et puis nouvelle victoire sur le plan judiciaire pour le Sahara occidental. L'avocate générale de la Cour européenne de justice publie ses conclusions. Le traité de pêche Maroc-UE devrait être annulé. Bonsoir à tous, une 167e journée de génocide sioniste que nous entamons tristement comme à l'accoutumée depuis près de 6 mois par le bilan des victimes à Gaza. Il a atteint ce mercredi 21 mars la barre des 32 000 martyrs et 74 188 blessés, majoritairement des femmes et des enfants. Selon la dernière mise à jour publiée par le ministère de la Santé à Gaza, les forces sionistes ont commis 7 massacres ayant fait au moins 65 martyrs et 92 blessés au cours des dernières 24 heures. Les Palestiniens de Gaza ont vécu une nouvelle journée de terreur, donc face aux bombardements et aux crimes perfides de l'entité sioniste. Son armée poursuit son plan dévastateur sur l'enclave palestinienne. L'hôpital Al-Shifa a une nouvelle fois fait les frais de la barbarie et de l'acharnement sioniste. Résumé des faits marquants sur le terrain lors des dernières heures, signé Naila Et Hamouda. Une nouvelle journée a débuté à Gaza, la 167e d'un génocide avéré et inqualifiable, avec des explosions de bombes et de nouvelles destructions. De nombreux bâtiments ont été pris pour cible. Gaza City ressemble à une ville fantôme. L'armée d'occupation poursuit son incursion massive et ses opérations militaires dans le quartier d'Al-Rimel, ainsi qu'à l'intérieur et autour de l'hôpital Shifa, en milieu de tirs de missiles, d'artillerie et d'armes à feu. La situation chez nous est catastrophique. Vous entendez ? Il y a des frappes. Si seulement je pouvais vous montrer ce qui se passe autour. Ils sont en train de bombarder un immeuble voisin. Je vois les balles traverser le bâtiment. Je ne pense pas que nous allons nous en sortir. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Pas moins de 50 personnes sont tombées en martyrs. D'autres ont été blessées. Et un grand nombre est encore sous les décombres. La horde sauvage sioniste a fait exploser le service de chirurgie, l'un des plus grands bâtiments du complexe, endommageant au passage le réseau de télécommunications. L'occupation a empêché les ambulances et les véhicules de la protection civile d'atteindre les alentours du complexe Shifa, qui abrite des dizaines de personnes déplacées et blessées, et qui a été le théâtre d'intenses bombardements et incendies où pas moins de 140 personnes sont tombées en martyrs au cours des 4 derniers jours. Sans se soucier si les déplacés ont été évacués ou pas, les forces sionistes ont une nouvelle fois enjoint aux civils de quitter immédiatement le complexe Shifa avant qu'il soit bombardé.
Un mouvement du centre de l'enclave vers le sud qui croule déjà sous un afflux massif de réfugiés. Les frappes sionistes se poursuivent sur tout le territoire de la bande de Gaza. L'aviation sioniste a tiré pour la 4e fois sur le camp de Nusayrat dans le centre de l'enclave, faisant une dizaine de martyrs. Aucune région n'est épargnée. Des frappes sionistes à Nusayrat, Dir el-Balah, Gaza City, mais aussi Khan Younis et Rafah au sud, toujours sous la menace d'une invasion terrestre massive. Et l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a réagi une nouvelle fois aux crimes commis par l'entité sioniste à l'encontre de l'hôpital Shifa. Selon un communiqué faisant état de témoignages qui rapportent le décès de 3 patients qui sont tombés en martyrs à cause de l'absence d'une assistance médicale au sein de l'hôpital assiégé pour le 4e jour consécutif. L'Observatoire tire la sonnette d'alarme quant aux pratiques de l'armée d'occupation qui séquestre les patients et le personnel médical au péril de leur vie. Les bombardements sionistes ont également ciblé plusieurs zones du centre de l'enclave palestinienne de Gaza, à commencer par Nusayrat où 9 martyrs ont été signalés. La ville de Deir el-Balah ainsi que les quartiers de Tel el-Hawa, Rimal, Sheikh Ajlin ou encore le camp de Chate ont également fait les frais des bombardements sionistes, notamment via des raids contre des maisons. Bilan, là aussi plusieurs martyrs et des dizaines de blessés. Vers 21h30, nous dormions dans la maison quand soudain les murs se sont effondrés et le feu et la poussière nous ont engloutis. Ensuite, nous sommes descendus dans la rue et comme vous pouvez le voir, la scène devant vous, nous avons réussi à sauver autant de personnes que possible. Pour ceux que nous n'avons pas pu sortir des décombres, les gens tentent de les récupérer maintenant. Et par ailleurs, 5 martyrs et 14 blessés ont été signalés du côté du centre de l'enclave palestinienne toujours. C'est ce qu'a révélé en effet l'hôpital européen de Gaza où ils ont été transportés. Et lors de cette 167e journée d'agression, Khan Younis et Rafah ne sont pas en reste. Les 2 régions du sud de Gaza ont elles aussi été la cible des bombardements sionistes. Au moins 4 personnes sont tombées en martyrs dans la région de Ben Ishila, située à l'est de Khan Younis. Et plusieurs blessés également ont été signalés. D'autres personnes ont péri également à Rafah. Nous envoyons au monde le message qu'il s'agit d'un génocide qui ne tue que des femmes et des enfants et qui détruit Gaza. Nous avons espéré que demain, lorsque les dirigeants de l'Union européenne se réuniront, ils regarderont avec miséricorde et compassion les enfants, les femmes, les personnes âgées et les vieillards de Gaza qui sont en train d'initier un génocide dans la bande de Gaza. L'acharnement sioniste gagne de plus en plus la Cisjordanie où une incursion au camp de Nour Shams à Toul-Karam dans la nuit d'hier a fait 4 martyrs. Les raids incessants et répétés contre ce camp de réfugiés rendent impossible tout projet d'existence paisible. Souila Kilal. De prime abord, tout porte à croire que ces images de destruction viennent tout droit de Gaza. Ça aurait pu, mais non. Enfin, on n'en est pas bien loin, puisque ce sont les stigmates d'un raid sioniste près de Toul-Karam en Cisjordanie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée sioniste prend d'assaut le camp de Nour Shams, détruisant les rues principales et les infrastructures. Les bulldozers sionistes ont également démoli une partie d'une maison au milieu du camp, semant le chaos et la panique parmi les habitants. Durant ce raid, 4 jeunes Palestiniens sont tombés sous les balles sionistes. À 22h30, l'armée est entrée dans les camps et s'est répartie à travers ces quartiers. Vers 2h du matin, notre quartier a été pris d'assaut. Il y a des affrontements entre l'occupation et la résistance. L'armée a tiré sur les maisons, semant la terreur parmi les femmes et les enfants. Au cours des affrontements, des jeunes sont tombés en martyrs. Vous pouvez constater les dégâts qu'ils ont causés. Le camp de Nour Shams a fait l'objet d'une invasion massive. Et Nida se trouvait près de la maison lorsqu'un drone l'a frappé avec d'autres martyrs.
Comme à chaque incursion, les forces sionistes ont empêché les ambulances de rentrer dans le camp afin d'évacuer les morts et les blessés qui sont restés sur place jusqu'au retrait des forces d'occupation. L'occupation, comme d'habitude, a empêché les ambulances de transférer les blessés à l'hôpital. Les blessés sont restés sur le sol jusqu'à ce que l'armée sioniste se retire. Ce sang est celui de martyr Ahmed al-Sabbawi. Lorsque l'armée s'est retirée et que nous avons quitté la maison, nous avons été surpris de le trouver gisant au sol. Suite à ce drame, un deuil général et une grève ont été décrétés à Tulkaram. Depuis le début du génocide à Gaza, les violences sionistes en Cisjordanie ont redoublé d'intensité. Selon l'autorité palestinienne, depuis le 7 octobre dernier, plus de 435 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons sionistes et des milliers d'autres ont été arrêtés. Je vous en parlais en titre, ils sont au total 9 personnes tombées en martyrs en Cisjordanie en moins de 24 heures. 3 parmi eux ont été tués hier par les forces sionistes à Jénine à l'heure du iftar. Il s'agit de Mahmoud Bassam Rahal, 30 ans, Ahmed Hani Barakat et Mohamed Al-Fayed, tous deux âgés de 20 ans. Leurs dépouilles ont été inhumées aujourd'hui en présence de milliers de personnes. Par ailleurs, 2 autres Palestiniens ont été tués à Al-Khalil et au camp de Al-Amari. Ce que j'ai vu, c'est un véhicule venait du côté ouest de la rue et il y avait une voiture venant de l'autre côté. Nous avons vu sur la caméra 2 roquettes dans la voiture et la moitié d'un corps a volé dans la rue. Et plus tard, nous avons appris qu'il y avait 4 personnes dans la voiture. Et la part palestinienne de l'eau par habitant dans la bande de Gaza a diminué de 96,5% en raison de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne. Dans un contexte de crise sans précédent, l'approvisionnement en eau, c'est en effet ce qui ressort d'un communiqué conjoint du Bureau central palestinien des statistiques et de l'autorité palestinienne de l'eau à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau correspondant au 22 mars de chaque année. Le rapport indique qu'un seul citoyen de la bande de Gaza peut à peine accéder à entre 3 et 15 litres d'eau par jour. Et cette situation catastrophique est au cœur des appels incessants de la communauté internationale à un cessez-le-feu permanent à Gaza, des appels auxquels les États-Unis ont jusque-là fait la sourde oreille au Conseil de sécurité en rejetant notamment la proposition algérienne. Mais coup de théâtre, Washington vient de présenter aux membres du Conseil un projet de résolution dans ce sens aux allures de cadeaux empoisonnés. Que cache le projet américain? Élément de réponse avec Safwan Ben Sabri. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, est en tournée éclair au Moyen-Orient, de passage en Égypte, au Qatar et en Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État américain abordait avec les différents dirigeants arabes les négociations visant à obtenir une trêve immédiate d'au moins 6 semaines, ainsi que la libération des prisonniers de guerre. Côté palestinien, les négociations n'ont pour l'heure pas mené aux conditions jugées favorables par le Hamas. Les médiateurs nous ont transmis mardi soir la position de l'occupation à la proposition qui a été soumise le jeudi 14 mars. La réponse de l'occupation est globalement négative et ne répond pas aux aspirations de notre peuple et à sa résistance. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain, lors de son passage en Arabie Saoudite, a annoncé avoir présenté aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. C'est une première pour Washington qui s'oppose depuis des mois à toute résolution de cessez-le-feu, contrairement à tous les autres membres du Conseil de sécurité. Les États-Unis souhaitent ainsi que cette initiative puisse envoyer un signal fort sur la scène internationale. Cependant, plusieurs partis sont prudents quant à la teneur réelle de la résolution américaine, plus fidèle allié de l'entité sioniste. Mis à part Washington, le camp occidental appelle à un cessez-le-feu, isolant de facto les États-Unis à l'ONU. Et lors d'une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, l'Algérie a dénoncé mercredi la passivité, la politique du double standard et des 2 poids 2 mesures, l'inertie ainsi que l'indifférence et le silence assourdissant au sein du Conseil concernant la situation humanitaire tragique dans les territoires palestiniens occupés face à l'impunité dont jouit l'occupant sioniste.
Et des milliers de personnes ont défilé mercredi soir dans plusieurs villes marocaines en solidarité avec le peuple palestinien à Reza et contre la normalisation avec l'entité sioniste, exigeant la fin des massacres contre les Rezaouis et la rupture des relations entre le Marzen et l'occupant sioniste, organisé par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. La manifestation a drainé des milliers de personnes dans plusieurs villes, dont notamment Casablanca, Marrakech. Dans la rue, les manifestants scandaient des slogans exigeant la protection des civils dans la bande de Reza et s'opposant au projet de l'entité sioniste de déplacer la population de l'enclave palestinienne. L'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne, Tamara Kapeta, estimait jeudi que la Cour devrait annuler l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclu en 2019 entre l'Union européenne et le Maroc et que les melons et les tomates issus du territoire du Sahara occidental ne doivent pas indiquer sur leur étiquetage le Maroc comme pays d'origine. Les conclusions de l'avocate générale de la Cour européenne dans ces deux affaires portées par le Front Polisario pour la première et par la Confédération paysanne, un syndicat d'agriculteurs français pour la deuxième, ont été publiées ce jeudi. La crise au Soudan, une nouvelle fois sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie, et au nom des membres du groupe A3+, Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyana, a souligné par la voix de son représentant permanent Ammar Benjama l'importance d'une solution politique au conflit pour répondre à la crise humanitaire qui sévit dans ce pays où 18 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Du représentant permanent du Soudan. Près d'une année s'est écoulée depuis le début de la crise au Soudan. Crise qui a coûté la vie à bien des innocents et contraint des centaines de milliers de personnes à se déplacer, entraînant des déplacements massifs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières du Soudan. Tel qu'indiqué dans la note blanche présentée par l'OCHA, conformément à la résolution 2417, la situation est catastrophique et exige notre attention pleine et entière. À cet égard, le groupe A3+, tient à souligner les points suivants. Pour ce qui est, premièrement, de la situation humanitaire sur le terrain. Il est extrêmement préoccupant que 18 millions de personnes au Soudan soient en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Et faisant référence à la situation humanitaire prévalente au Soudan, Ammar Benjama a déclaré qu'il aurait été inimaginable il y a peu de temps pour un pays comme le Soudan, grenier connu pour ses ressources abondantes et ses traditions agricoles, d'être confronté à des graves risques d'insécurité alimentaire. Il aurait été inimaginable qu'un pays tel que le Soudan, un pays connu comme étant un grenier à pain du fait de ses ressources abondantes et du fait de ses traditions agricoles, qu'un pays tel que le Soudan connaisse de graves risques d'insécurité alimentaire. Malheureusement, la guerre a donné lieu à une autre réalité tragique. Il est d'autant plus préoccupant de prendre la mesure des chiffres qui décrivent les répercussions directes de la détérioration rapide de la situation humanitaire sur les enfants. Information de dernière minute en Algérie, le président algérien Abdelmejid Tebboune vient de présider une réunion consacrée à la préparation des prochaines élections présidentielles. Avec cette décision, les élections
présidentielles anticipées auront lieu le 7 septembre 2024 avec convocation du corps électoral prévu le 8 juin 2024. Nous enchaînons avec le Tchad où au moins 42 personnes ont été tuées dans des combats entre deux communautés dans l'est désertique du pays. Une annonce faite jeudi par le ministère de la Sécurité publique dans une région où s'affrontent régulièrement cultivateurs sédentaires et éleveurs nomades ou d'autres groupes pour des conflits fonciers. Ces affrontements ont aussi abouti à l'arrestation de 175 personnes directement sur la scène de crime où une grande partie du village de Tilegoué dans la province de Ouadaï a été incendiée par des hommes armés. Dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle au Sénégal. La campagne s'accélère car il ne reste qu'environ 2 semaines avant l'ouverture des bureaux. Al24 News est allé voir de plus près le déroulement de cette campagne qui semble séduire de plus en plus de jeunes. Un reportage signé Iman Merad et Youssef Chikar. Les Sénégalais se préparent à se rendre aux urnes le 24 mars prochain afin d'élire leur 5e président. Il s'agit de la 12e élection présidentielle depuis l'indépendance du pays en 1960. 18 candidats sont en lice pour le siège de président de la République du Sénégal, un nombre relativement élevé en comparaison avec les élections présidentielles précédentes. Sénégal, depuis mars 2021, avec l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, est dans une tension permanente jusqu'à l'emprisonnement de Ousmane Sonko et l'emprisonnement de plusieurs membres de son parti, et que le report de ces élections est venu un peu parachever cette tension qui était ambiante. Mais heureusement que le Sénégal a des ressorts solides, parce que nous avons vu le Conseil constitutionnel se dresser contre la volonté du régime en place de reporter les élections, et le Conseil constitutionnel a rappelé ça au président de la République. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons pu sauver ce qui peut l'être, et que cette élection va enfin se tenir le 24 mars prochain. Et c'est tout à fait à l'honneur du Sénégal, parce que dans d'autres pays, la mesure serait passée sans aucun problème. Ce scrutin présidentiel revêt un caractère inédit. En effet, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le chef de l'État sortant n'est pas candidat à sa propre succession. Le président Macky Sall a annoncé en juillet dernier qu'il ne briguera pas de 3e mandat, invoquant un code d'honneur. Les élections vont se tenir quand même dans un climat d'appréhension, parce que vu les péripéties qu'on a vécues, le président qui a reporté les élections qui devaient se tenir normalement le 25 février, à 10 heures du démarrage de la campagne, les gens n'en revenaient pas. On ne pensait pas qu'il peut aller aussi loin. Mais après ça, heureusement, comme je l'ai dit, le Conseil constitutionnel a tenu bon. Et les Sénégalais aussi ont manifesté, parce que les Sénégalais tiennent au modèle démocratique de ce pays-là. Parmi ces 18 prétendants à la fonction suprême du pays figure Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat du parti au pouvoir, ainsi que Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko. Tous deux libérés dernièrement de prison. L'opposant a été exclu du scrutin en janvier dernier en raison d'une condamnation antérieure pour diffamation. Outre ces deux hommes, Idrissa Seck, qui s'est déjà présenté au scrutin dernier, a été Premier ministre il y a une vingtaine d'années. Et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et figure de l'opposition de longue date, vont à leur tour concourir à ce scrutin national. Je suis très optimiste, parce qu'auparavant on ne savait pas où mettre les pieds, mais puisque déjà le Sénégal, on nous a donné l'occasion de choisir notre président pour le 24, bon. Ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre, quoi. On va choisir notre président et cette fois-ci, on va bien choisir, quoi.
Au niveau des enjeux qui vont conditionner l'issue de cette élection figure le chômage, principale préoccupation d'une majorité de la jeunesse sénégalaise, toujours en première ligne dans les combats politiques que mènent les leaders et les partis politiques à l'approche d'échéances électorales. Concernant les élections, je vais rejoindre mon camarade qui vient de passer. Et comme il l'a dit, on a su protéger nos élections. Avec l'échéance qui n'a pas été retenue, cette fois-ci, nous avons une date fixe, à savoir le 24 mars. Et j'appelle tous les jeunes du Sénégal à aller voter massivement parce qu'il est temps au changement. On appelle au changement, mais actuellement, il est temps que ce changement soit concret. J'appelle tous les jeunes à aller voter massivement. Ces jeunes et leurs aspirations sont aujourd'hui courtisés par les prétendants à la magistrature suprême car leur voix compte plus que tout dans un scrutin qui s'annonce déjà historique. Rendez-vous le 24 mars prochain donc pour l'issue de ce scrutin. Sur ce se termine ce journal. Excellente suite des programmes sur Al24 News.